reprenons du service cette nouvelle semaine sur Actu et Débat. Merci de nous rejoindre sur Radio Cotonou. Cotonou se distingue par ses efforts en matière de propreté. Selon le récent classement du magazine Jeune Afrique, la ville se positionne dans le top 10 des villes les plus propres d'Afrique et première au niveau de l'espace CEDEAO. Nous en parlerons sur Actu et Débat. Code électoral, les syndicalistes s'invitent dans le débat. Trois centrales et confédérations appellent les institutions de la République à promouvoir le dialogue social inclusif et la participation citoyenne aux questions électorales. Nous en parlerons également et aborderons d'autres sujets avec Jules Léandre Kitty et Modeste Dossa Niwanou. Chers invités, bonsoir. Bonsoir Brice Bila Itchedi, bonsoir à tous. Brice Bila Itchedi, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci Modeste Dossa Niwanou. À mes auditeurs, toutes nos excuses pour ce retard indépendant de notre volonté. Nous démarrons par une actualité maison. Sur Franc-Parler ce dimanche, l'invité de Honoré Benjamin Naoum a abordé plusieurs sujets dont la récente nomination de ministre conseiller pour Moïse Montchor du parti Les Démocrates. C'est non-événement. Pour nous, c'est un non-événement. On ne va pas tergiverser, on ne va pas essayer de commenter. Il y a des choses plus importantes que ça dans le pays qui se passe actuellement. Nous avons rejeté un budget, c'est ça qui nous intéresse. Nous avons le code électoral, mais il faut parler, il faut faire une relecture, c'est ça qui nous intéresse. Nous avons le cadre de concertation qui a lancé un travail magnifique. Quand vous voyez le pédigree, ça n'a aucune importance. C'est le président même qui a dit d'entame à chanter sous tous les toits, qu'il n'aura pas de gouvernement, de remerciements, et ainsi de suite. Mais s'il ravale ses vomi, si vous voulez qu'on en acclame ça, bien qu'on commande ça là, on n'a pas le temps à perdre. Les Béninois ont mieux à faire. Quand vous voyez le pédigree de ceux qui ont été nommés, ça laisse à désirer. Nous, on s'attendait à ce qu'ils nous sortent quelque chose d'assez colossal et d'assez lourd. On fut un remaniement ministériel depuis 3 ans et on vient nous mettre... Là, j'ai bien envie de vous comprendre. Ça y est, nomination récente, c'est un non-événement. Non, un chef d'État dans une république sérieuse ne peut pas prendre la décision de nommer des gens, ça va être un non-événement. Après, on peut trouver que ça n'est pas pertinent. Vous comprenez? Un non-événement, ça veut dire que ça n'émeut personne, ça ne crée aucune émotion, alors que j'observe que tout au moins celui qui est nommé ne vit pas les mêmes émotions qu'avant sa nomination. Et Monsieur Montchor... Seulement celui qui est nommé? Pas seulement. J'ai pris un exemple. Et je dis, là, je suis dans une dialectique qu'il peut comprendre. Entre intellectuels, on va se comprendre. Celui-là, au moins, ne vit pas les mêmes émotions qu'avant. Il se sent appelé à une mission républicaine. Après, on verra s'il y a du contenu à ça. Est-ce que ça aide à ce que des dirigeants qui sont élus, et parce qu'ils ont dit au peuple qu'ils sont rassasiés de solutions à leurs problèmes, est-ce que ça permet de mieux régler les problèmes? Vous avez vu que, moi, j'ai pu lire sur les réseaux sociaux que dans les états-majors des partis politiques, il y a eu des gens qui se sont sentis frustrés après cette liste-là de 12 Béninois sortis pour être ministres conseillers, parce que eux aussi, ils attendaient à être nommés. Ça veut dire que cette affaire que lui, il trouve être un non-événement préoccupe des gens. Les gens se sont battus pour être là-bas. Les gens que ça préoccupe ne sont pas majoritaires. Mais attendez, quelle étude vous avez eu à faire? Vous voyez comment ça brusse dans l'opinion publique sur le digital suite à la nomination de ministre conseiller. Non, ce que j'observe, c'est quoi? Vous avez beaucoup de personnes qui disent, est-ce que c'était la priorité? C'est-à-dire que quelqu'un qui n'arrive plus, dont les affaires ne marchent plus, qui vit la morosité économique ambiante, se dit, mais est-ce que pendant que moi, j'arrive pas à faire peut-être correctement mes repas, est-ce qu'il faut nommer des ministres conseillers pendant qu'il y a des ministres qui sont déjà régulièrement en place? Quelqu'un a dit, c'est quand même sur les finances publiques. Pertinent, ces préoccupations? Mais écoutez, moi je trouve même que ces préoccupations sont tout aussi pertinentes que la nomination qui a été prononcée. Parce que moi, ma position souvent, c'est quoi? On peut trouver ça bête, à moins que vous annulez ce qu'on appelle le droit. Quand quelqu'un pose un acte, je me pose la question bête de savoir est-ce qu'il est autorisé à le faire. Si vous me démontrez que Patrice Talon n'est pas autorisé à imaginer des ministres conseillers pour jouer les rôles qu'il a expliqués lui-même, donc des rôles politiques, vous savez, même quand vous faites un travail technique, le simple fait de devoir dire ça aux populations d'une manière donnée pendant que quelqu'un d'autre est à fond dans le travail, quelqu'un d'autre est en train d'en parler, pour que la population qui a donné mandat puisse savoir
que le contrat social est bien rempli par les dirigeants, c'est déjà une activité politique. Et puis, un dirigeant, il pose pas des actes en l'air. Il faut attaquer des actes d'un chef d'État sur la base des lois, des dispositions légales pour trouver qu'il est dans l'illégalité en faisant ça. Est-ce que légalement c'est prévu, la ministre conseiller? Mais il a démontré que ce n'est pas dans le répertoire ou la nomenclature des hautes fonctions républicaines qui étaient connues. La preuve, ces ministres conseillers, moi je suis en tant que citoyen en train de guetter les possibilités, les marges de manœuvre qui leur seront données. S'ils fonctionnent de la même manière qu'un ministre qui est au gouvernement là maintenant, qui participe au conseil des ministres et qui a les marges de manœuvre de nomination de beaucoup de personnes comme les autres, eh bien, je comprendrais qu'il y a doublon, ou bien je dirais, ce n'est pas mis dans les hautes fonctions. Le chef de l'État qui a nommé a dit, ce n'est pas dans la nomenclature des hautes fonctions de la République. Est-ce que le chef de l'État, s'il nomme sans chargé de mission, vous allez lui en vouloir? Lui, il estime que pour atteindre le résultat qui lui est demandé, il faut autant de personnes. Après, on peut faire des calculs. Je préfère que au sein des formations politiques qui ne sont pas d'accord avec cette manière de faire, qu'on aille voir ce que ça coûte, qu'on aille voir quelle est la part que consomme le fonctionnement des institutions de la République. Et qu'au sein des partis politiques, j'ai souvent appelé à ce que les cercles de qualité soient animés. On fait trop dans le système vous et là où tout le monde dit parce que c'est celui qui est au pouvoir qui le fait, c'est mauvais. Mais ils sont en train de dilapider les fonds. Mais après, on ne dit plus rien. J'ai entendu là tout à l'heure, c'est vrai, je n'ai pas suivi toute l'émission franc-parler, mais qu'il se contente de dire c'est un non-événement. Mais après, le citoyen qui l'écoute là retient quoi? Il veut juste former un citoyen qui va dire Patrice Talon est mauvais, son gouvernement est mauvais. Et puis on dit que lui qui dit que c'est un non-événement, il montre donc que ce n'était pas nécessaire de nommer des ministres conseillers. Au même moment, il dit qu'il s'attendait à avoir du plus lourd que ça. Donc des personnalités de qualité meilleure à ce. C'est contradictoire. Ça veut dire que il n'en veut pas, au même moment il en veut, mais il en veut de meilleure qualité. On va écouter Modeste Dossani Wadon sur le sujet. Vous avez suivi l'invité de franc-parler, Moïse Monchor. Modeste. Alors, quand on n'a rien à dire, on se tait. Quand ce que vous avez à dire n'est pas plus beau que le silence, on se tait. Brice Bilaï dit. Je crois qu'il aurait fallu que ce député de l'opposition politique prenne du recul véritablement pour analyser les tenants et aboutissants de la décision prise par le président de la République. La Constitution du 11 décembre 1990 donne le plein droit au président de la République de nommer qui il veut, à quel poste il veut, pour que celui-là puisse véritablement l'aider à assumer ses responsabilités de président de la République. Par conséquent, Patrice Talon a le droit de nommer qui il veut. Maintenant, quand on parle de non-événement, qu'est-ce qu'on met dans ce non-événement-là? C'est là la grosse interrogation. C'est ça justement, je vous demande. Vous l'avez suivi? Oui. Je ne dirais pas que c'est un non-événement. C'est à l'usure qu'il faut véritablement attendre les ministres conseillers pour se rendre compte de quelle a été leur responsabilité dans la réussite de l'exercice du pouvoir de Patrice Athénase Guillaume Talon, pour finalement conclure que c'est un non-événement. C'est trop tôt de parler d'un non-événement. Il aurait fallu prendre du recul pour véritablement les voir à l'œuvre. Et ce n'est qu'après ça qu'on pourra opiner véritablement et avoir raison. Pour le moment, il n'a rien dit de substantiel, il n'a rien apporté au débat, il n'a fait que émettre une idée qui en réalité n'est que son idée, puisque tous les Béninois ne pensent pas de la même façon que lui. Il y en a forcément qui sont d'accord sur ces ministres conseillers qui ont été nommés. Il y en a qui disent qu'il y a des personnalités seulement qui ne méritaient pas. Ceux qui sont au restaurant, non, sont d'accord, ou bien? Non, pas forcément ceux qui sont au restaurant. Mais vous dites que Patrice Talon peut nommer qui il veut, quand il veut. Est-ce que c'est opportun? Pourquoi maintenant? Maintenant qu'il y a morosité économique, que les Béninois sont en train de saigner pour vivre, est-ce qu'il faut davantage les faire saigner? Modeste Dossani Wadon. Non, mais finalement, parce que c'est ce qui se dit. Finalement, ces ministres conseillers qui ont été nommés n'iront pas prendre leur salaire dans les postes des Béninois, en définitive. Mais c'est le contribuable qui les paye. Vous allez me dire, je vous attendais là, Brice Bilaï, c'est l'argent du contribuable, certes, mais seulement qu'il faut attendre le chef de l'État parce que ceux-là ont certainement des responsabilités qui leur a été déjà confiées. Attendons ces ministres conseillers dans leurs responsabilités pour véritablement nous rendre compte si le chef de l'État a raison ou s'il n'a pas raison. Mais le juger tout de suite, ce sera à mon avis mettre la charrue avant
le bœuf, comme on le dit dans l'autre parler. Les Béninois pensent qu'on les fait saigner davantage en nommant un gouvernement bis, Jules-Léandre. Non, on ne nomme pas un gouvernement bis. Je vous ai répété presque à en perdre ma corde vocale dans ce studio que j'ai l'impression que le discours politique est en train d'être assassiné, il faut le sauver. Et je sens que nous sommes un peuple, je préfère parler ainsi pour qu'on ne pense pas que je me moque des Béninois, nous sommes un peuple qui n'écoute pas suffisamment les discours des dirigeants. Patrice Talon, que vous l'aimiez ou pas, depuis 2016 que je le suis, même les décisions les plus difficiles a fait passer dans l'opinion, quand il veut les prendre, il en parle quelque part en espace public une fois, et il dit, voici ce que je veux faire. Il se fait que, souvent, quand il y a même de la fronde en face qui veut qu'il ne le fasse pas, lui, il est tenace, il fonce et il y arrive 9 fois sur 10. Il a expliqué clairement de quoi il s'agit. Vous voyez, il est dans une machine politique. Pour gagner une élection présidentielle, c'est quoi? Ce n'est pas que des gens qui savent tenir la craie pour faire les mathématiques ou bien pour fabriquer des voitures. C'est pas ceux-là seulement qui amènent au poste de président de la République. C'est des acteurs politiques, s'il vous plaît. C'est l'activité politique, c'est le travail de conviction, le travail qui consiste à battre le macadam, à aller dans les 4 coins du pays, aller arracher la décision difficile aux populations d'adhérer à la cause, à une offre politique. Quand il est élu, on ne demande pas à ce qu'il se comporte comme un parfait ingrat envers toutes ces personnes-là qui ont aidé à ce qu'il soit élu. Mieux, ces personnes ne sont pas dépourvues de toute technicité, ceux qui sont acteurs politiques. Et un dirigeant qui vient vous dire, écoutez, j'ai besoin, pour réussir ma mission, d'allier les acteurs politiques avec des gens qui sont purement techniques, qui n'ont rien à voir avec les arcanes, les états-majors des partis politiques. Et voilà pour la première fois depuis 1990, où j'avais encore déjà un peu l'âge de la raison, et je n'ai jamais vu un gouvernement maintenir pendant autant d'années des ministres en poste. Depuis 2016, vous avez des ministres qui sont là. Et lui, il fait l'option de dire... C'est ça peut-être qui fâche pour qu'on en arrive à la nomination de ministre conseiller. Attendez. Nomination de Quand on a fait ça, les mêmes Béninois qui sont en train de vous parler, là, vous dites qu'on les fait saigner et tout. Vous les interrogez sur la presque inamovibilité des ministres qui sont restés au gouvernement depuis. Ils vont vous dire non, c'est quoi? C'est dans leur famille seulement on peut trouver des ministres. Il faut qu'on vienne en nommer chez nous aussi. Là où on est aujourd'hui, ceux qui parlent, celui qui est venu parler, il doit être du parti les démocrates, non? Il est du parti les démocrates. Il est du parti les démocrates. Je vous en prie. Même le fait que nous ne sommes pas, malgré le fait que nous ne sommes pas en situation exceptionnelle, demandez aujourd'hui au chef de l'État de proposer un gouvernement d'union nationale et d'appeler les partis de l'opposition dedans. Vous en trouverez qui vont dire, bon oui, on est d'accord pour prendre. Ceux-là, ça veut dire qu'eux aussi, ils veulent travailler, ils veulent vivre des deniers publics. Que les Béninois comprennent quelque chose. On ne peut pas demander une mission républicaine à quelqu'un et dire pourquoi on le paye avec l'argent du contribuable. Je dis comme Modeste Animadou l'a dit tout à l'heure, mais il faut chercher à savoir qu'est-ce que Patrice Talon a mis dans ministre conseiller. Il a dit, la vidéo existe. Quand tu finis d'écouter ça... Et il a dit, est-ce qu'il a convaincu? C'est la grosse question, M. Jules-Léandre. Alors, quand moi, modestement, j'enseigne l'art de convaincre à des gens très sérieux, et quand on finit d'enseigner le module intitulé « S'exprimer, communiquer, convaincre », parce que vous pouvez vous exprimer sans communiquer, vous pouvez communiquer sans convaincre. Pour savoir si on a convaincu, là, on fait des tests, on fait des sondages. D'accord? Et il y a des questions précises qu'on pose. On ne se contente pas de dire, ça fera plus d'argent que l'État va dépenser, mais qui ne sait pas, personne ne se pose la question de savoir ce que ça va rapporter au pays. Le chef de l'État dit par exemple simplement, le ministre en poste, je prends le secteur de la santé par exemple, le ministre qui est un médecin, un professeur de médecine, qui est en poste avec des défis qui l'amènent à avoir la tête dans le guidon, comme on le dit. Le chef de l'État dit, j'ai pas besoin que lui, là, il prenne encore du temps pour aller faire le travail de mobilisation sociale, de diffusion de l'information au bon endroit, à la bonne personne, sur ce qui est fait. D'accord? En temps réel,
dans le secteur de la santé. Vous pensez que c'est une volonté du chef de l'État ou il a eu la Mais pression de ses partenaires politiques? Non, je vous en prie. La pression même de ses partenaires politiques est légitime. Elle n'est pas criminelle. Elle n'est pas anti-républicaine. Elle n'est pas apatride. Je vous en prie, cette pression. Pourquoi vous pensez que des gens, eux, ils ont de l'aversion pour le pouvoir et les postes de responsabilité? Si, par exemple, ceux qui sont nommés là, aucun d'entre eux n'a compétence pour parler de choses dont ce à quoi on les évite, ben écoutez, ce débat, je peux le faire. Maintenant, encore que si c'est nommé à partir de ministre conseiller ou ministre ou bien chargé de mission, tout ce que vous voulez là. C'est même quand on nomme quelqu'un conseiller technique que je peux être même plus regardant. Parce que quoi? Il y a eu dans ce pays des philosophes qui ont été nommés ministres du commerce. Quand vous êtes ministre, vous pensez que vous êtes obligé d'être spécialiste du domaine avant de faire du résultat? Vous avez des techniciens autour de vous. Maintenant, si le chef de l'État, on ne veut pas qu'il exerce ses prérogatives, mais allez changer la Constitution, allez changer les lois qui régissent la République et interdisez-lui de faire ça. Mais si c'est juste les commentaires, au lieu qu'on se préoccupe, il y a des gens qui font des commentaires aujourd'hui qui n'ont même pas lu le décret. Qui ne lisent même pas ce qu'on a mis dedans. Par exemple, on a mis ministre conseiller ou ministre conseillère chargé du secteur de la santé. Après, quand vous prenez le document même, vous lisez, vous voyez qu'elle doit avoir un regard sur ce qui se fait dans le secteur de la microfinance, sur les affaires sociales et sur la question de la santé. Ce n'est pas que prendre des bistouris et aller agir sur le corps d'un être humain. Vous avez des sociologues qui sont spécialistes de la santé. Vous avez des psychologues qui sont spécialistes de la santé. Vous avez des personnes qui sont spécialistes des questions de genre, mais qui sont orientées santé. Donc, franchement, moi, je pense qu'il faut que les opposants trouvent des éléments précis pour attaquer le gouvernement sur ses actions. Lorsque j'ai entendu le président du FONAC, par exemple, dire quelque chose d'intéressant, il est allé sur une piste où je pense qu'il faut davantage creuser. Est-ce qu'au sein des partis politiques ou de ces organisations de la société civile, les gens ont été capables de prendre des informations et de démontrer avec des spécialistes qui sont au sein de leur formation politique que voici ce que ça coûtait d'avoir tel nombre de ministres. Les ministres conseillers, ils vont gagner combien? Est-ce que vous avez trouvé même des journalistes d'investigation pour aller sur ça? Mais tout le monde Ils auront les informations où, Julie André? Ah, mais vous êtes... Depuis 2016, les salaires des ministres sont inconnus. Vous voulez avoir les informations où? Personnellement, j'ai très envie d'entendre Modeste Ossani-Wadong. En 30 secondes, vous avez dit... Oui, allez-y. Je n'ai pas été formé pour attendre qu'un dirigeant prépare des piles d'informations pour moi et qui m'appelle comme pour prendre un café pour dire monsieur le journaliste, venez prendre. Pourquoi vous ne le faites pas, vous? Parce que je ne suis pas actuellement en position de journaliste d'investigation en activité. Ça me brûle. Je me permets d'en parler parce que celui qui voudra se moquer de moi sur la question pour dire de quoi il parle, j'aurai des éléments, des moyens de langage pour lui rappeler que je ne me suis pas trompé de métier. Vous avez dans ce studio quelqu'un qui m'a tenu la main un peu comme pour faire tété comme on dit chez nous, pour entrer dans cette profession, et je ne me suis laissé traîner par lui que parce que je sentais qu'il avait de la matière. Et puis c'est un métier qui a une dimension hautement artistique et le background est important. Bon, après, s'il y a des gens qui sont trompés de métier, qui pensent qu'il faut rester dans leur salon et attendre que les autorités viennent leur donner les informations, qu'un gouvernement veuille cacher les salaires d'un ministre. Ailleurs, vous avez un journaliste d'investigation qui, au bout de quelques mois d'investigation, vous sort ça. Puisque tout compte fait, le ministre, il perçoit son salaire quelque part. Le montant est connu entre le président de la République et lui au moins. Alors, donc, pourquoi vous voulez que... Alors, Modeste Ossani-Wadong, l'invité, vous avez dit qu'il n'a rien dit de substantiel. Il a dit au moins que le chef de l'État a ravalé ses vomissures. Patrice Talon avait promis ne pas faire un gouvernement de remerciements. Là, on sent que c'est des vieux briscards il y en a, qui se sont rappelés, qui sont remerciés. Brice Bilaïti dit, c'est discutable. C'est discutable votre avis sur la question. Je crois, Djibril Tamsir Niane a laissé entendre à tout ce que l'homme fait, il ajoute le beau et le fini. Patrice Talon, dans sa tête, a envie d'ajouter le beau et le fini. C'est-à-dire, il y a forcément des dimensions sur lesquelles le chef de l'État avait appesanti son programme de gouvernement.
il s'est certainement rendu compte que ces dimensions, eh bien, n'ont pas été des dimensions satisfaisantes pour l'exercice de son pouvoir d'État. Par conséquent, il faut appeler des valeurs qui puissent lui permettre de véritablement identifier ces dimensions-là afin d'achever son mandat présidentiel eh bien, en apothéose. Et en les appelant, il ravale sa vomissure. C'est ce que dit l'invité de Honoré Benjamin Naoum. Non, c'est lui qui donne cette appréciation-là. Sortez et rentrez dans la rue, posez la question à d'autres Béninois qui vous diront autre chose carrément. Lui, il a peut-être envie de figurer parmi ces ministres eh bien, conseillers qui ont été nommés par le président de la République. Mais comme il s'est rendu compte qu'il n'est pas là aujourd'hui, eh bien, il a le loisir de dire ce qu'il veut. Il a le loisir de dire ce qu'il veut, Brice Biaï. On va rester avec l'invité qui a parlé de non-reversement des AME, pourtant promis. Ce non-reversement a été l'une des raisons du rejet du budget de l'État exercice 2025. L'invité explique. Ça fait partie des raisons pour lesquelles nous avons rejeté le budget. Parce que le gouvernement a parlé du reversement. Il y a 20 000, entre 20 et 23 000 AME. Le gouvernement a fait un budget 2023-2024 où il disait qu'il allait reverser la quasi-totalité des AME. L'Assemblée nationale lui a donné le pouvoir, l'argent. Mais Badamboum, il fait volte-face, il dit non, qu'il ne peut pas reverser les 23 000, qui vont reverser 3 000 par an sur 5 ans. Le total, ça ferait 15 000. Donc on ne rentre pas toujours dans les 23 000 AME qu'il y a. Donc ça devait commencer pour la rentrée 2023-2024. Ça n'a pas été fait. Le gouvernement vient, les députés ont posé la question pour savoir, le financement, vous l'avez reçu. Où est l'argent? Silence radio. Et dans la nouvelle loi, il n'a même pas, c'est écrit nulle part, que comme on n'a pas pu reverser en 2023-2024, que nous allons nous rattraper et reverser au moins 6 000 durant cette rentrée, qui a commencé depuis octobre. Et depuis septembre. Il n'y aura plus de reversement, d'après ce que nous avons lu du budget qui est là. Il n'y aura aucun reversement parce que ce n'est pas prévu. Et quand ce n'est pas prévu dans le budget, c'est impossible de l'exécuter. Et les AME, reconnaissez que nous nous battons, nous demandons à ce que ça soit fait. C'est pour ça que nous avons rejeté ce budget pour dire, parce que nous avons fait un amendement pour dire au gouvernement qu'on doit remettre au moins les 3 000 de l'année passée qui n'ont pas été reversés, qu'il faut qu'on les remette sur cette année en cours. Même si l'année a déjà commencé, qu'on peut rattraper ça. Mais le gouvernement a dit défavorable. Moïse Moncho à l'instant. Modeste Dossaniwano, je vais rester avec vous. C'est vrai que d'importantes mesures ont été prises en faveur des AME depuis mars dernier. Le reversement, à entendre l'invité, s'est rangé au placard. C'est difficile. Eh bien, quand on entend l'invité aller dans ce sens-là, Brice Biaï. Je crois sur le plan social, beaucoup sont tentés d'incriminer le gouvernement de Patrice Athanase Guillaume Talon comme quoi le chef de l'État ne fait rien pour les Béninois sur le plan social. Mais il aurait fallu aussi que on n'en fait pas peut-être davantage, c'est ce qui se dit. Ce qui se dit, Brice Biaï. Oui, il aurait fallu tenir compte de la disponibilité financière parce que qui reverse doit pouvoir avoir de la disponibilité financière pour donner satisfaction à ces enseignants dont parle le député à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement a de la disponibilité financière pour assumer cette responsabilité? C'est là aussi la question, Brice Biaï. Mais pourquoi on n'a pas la disponibilité financière? On promet de reverser les AME, de reverser la totalité, c'est la première promesse. Après, on revient pour dire 3 000 par an pour 5 ans. Mais quand les équilibres macroéconomiques ne sont pas réunis, Brice Biaï, vous qui êtes là, si vous avez un salaire de 250 000 francs CFA à la fin du mois, vous faites des projections et des provisions. Vous prévoyez, que si demain, il se passait ci, il se passait ça, j'allais faire ci, j'allais faire ça. Mais vous vous rendez compte que la manne financière que vous avez, à votre disposition, cette manne financière ne suffit pas pour accomplir, comment on appelle cet acte que vous vous êtes donné de réaliser. Mais vous faites quoi? Vous n'êtes pas bon Dieu, vous n'avez pas tiré l'argent de la cuisse de Jupiter. Donc vous voulez dire que le reversement des AME n'est pas passé aux oubliettes? Non, c'est pas passé aux oubliettes. C'est pas passé aux oubliettes. Julien Kitty a envie de placer un mot. Qu'est-ce qui vous fait faire ce riz presque d'accord lorsque Modeste Adiwanou vous donne l'exemple de même au niveau micro d'un être humain qui gagne un salaire. J'ai envie de vous dire, pour surfer sur son exemple, quand vous gagnez 250 000,
vous faites vos provisions sur cette base. Et vos prévisions peuvent aller jusqu'au dernier franc de vos 250 000 parce que c'est pour vous. Alors, deux situations peuvent vous amener à ne plus exécuter ce que vous avez prévu. Un, quelque chose arrive dans votre milieu professionnel et on vous dit il faut faire des abattements. Vous revenez à 150 000 francs alors que vous n'aviez pas prévu ça. Vous allez exécuter tout ce que vous avez prévu avec 250 000 francs. Parce que le salaire, quand vous faites une prévision là-dessus, c'est quand ça tombe dans vos mains que vous avez la matière. Dans votre main, c'est votre salaire. Sinon, c'est sur un papier. Vous pouvez avoir votre salaire ce mois et le mois prochain ne pas l'avoir. Deuxième chose, vous avez toujours les 250 000, mais vous dégagiez souvent peut-être 50 000 francs pour la bouffe à la maison, 100 000 francs pour autre chose et tout. Et la bouffe, ce que les 250 000 francs achetaient et que votre famille réussissait à se satisfaire le ventre avec, ça devient le prix double sur le marché. Donc, soit vous payez désormais 100 000 francs pour la bouffe, ou bien vous réduisez la nourriture de la maison de moitié. La deuxième formule est plus difficile. Parce que vos enfants vont vous dire, mais papa, nous, on n'est pas rassasiés. Alors, à l'échelle d'un gouvernement, c'est quoi? D'abord, quand l'invité dit que les députés ont donné l'argent au gouvernement, c'est faux. Ça ne se fait pas comme ça. Les députés donnent l'autorisation au gouvernement de dépenser. Il parle d'autorisation. Oui, mais tel qu'il en parle. Il parle d'autorisation. Nous sommes sur le terrain de la... Nous sommes sur le... Vous l'avez compris. Moi, vous l'avez pas compris, non, je l'ai compris, mais je me mets à la place du citoyen lambda. C'est qu'on a dit, il est allé jusqu'à dire que les députés ont dit, gouvernement, où est l'argent? Non, c'est comme si on a remis du cash au gouvernement pour qu'il va dépenser, et puis après ils sont allés jouer, se faire des bouteilles de champagne autour des tables de belote avec. Non. C'est-à-dire que le gouvernement fait un budget, même le budget qui vient d'être voté là. D'accord? Les 3500 milliards de budget prévu, le gouvernement peut ne pas tout mobiliser. Et au cours de l'exercice, on peut faire des réorientations. On peut faire, soit ça peut augmenter, on peut trouver des possibilités pour capter plus d'argent. Et dit, dans l'exécution de certains projets, par exemple, ça demande qu'on fasse des avenants, donc on demande un collectif budgétaire, ça peut augmenter, ou on peut demander à faire des coupes sombres dedans, pour dire, faisons de l'austérité, parce que la situation a changé. Alors, un gouvernement, le social avec le président Patrice Talon et son gouvernement de la rupture, ce que j'ai observé, c'est quoi? C'est que l'exemple, pour la première fois, je l'ai crié sur une chaîne où, Ironie du sort, vous deux, vous étiez, et j'étais passé là-bas, j'ai dit, mais écoutez, le social, là, il faut prendre l'exemple du ventre, à qui vous donnez à manger un matin. La conception qu'on a du social au Bénin, là, c'est comme un président l'a fait ici, il faut saluer le plus grand nombre de vendeuses de talé-talé, il faut distribuer de l'argent, il faut permettre aux gens d'avoir un salaire de 300 000, mais d'avoir les à côté, ce qu'on appelle les à côté de 5 millions, et pouvoir enterrer ses parents sur 2 semaines pour que tout le monde puisse avoir un peu. Et là, il y a du social et on dit l'argent circule. Vous êtes avec un gouvernement qui dit même le social, je veux planifier. Parce que vous pouvez distribuer de l'argent aux gens, vous pouvez distribuer des vivres dans tous les foyers. Mais si c'est du maïs, ils vont manger ça. Quand ils vont finir de manger, ils vont vous dire merci. Mais si le lendemain, ils ont faim, vous pensez qu'ils vont vous dire parce que vous nous avez donné maïs hier, on ne peut pas crier qu'on a faim aujourd'hui? Non. Mais si, qu'est-ce qu'on fait? Si on fait de sorte à ce qu'on dit, mais écoutez, l'argent qu'on va vous distribuer là, moi je ne suis pas encore prêt à vous distribuer des vivres. Mais je vais mettre beaucoup d'argent dans l'agriculture pour que la quantité de maïs produite dans le pays là soit à un niveau qui permette que le maïs coûte moins cher sur le marché. Et qu'avec vos petits revenus là, vous puissiez vous en procurer. Et qu'après, avec le ministère du Commerce, je surveille les prix pour qu'il n'y ait pas de commerçants véreux qui vous taquinent. C'est du social, mais planifié. Observez le social avec des gens qui sont dans l'eau, qui ne peuvent pas faire leur business. C'est pas du social. Pendant longtemps, dans ce pays, on mettait des milliards chaque année pour que Cotonou ne soit pas sous l'eau. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des zones de Agla à Cotonou où, quand il y a des pluies, là, il y avait des voies qui étaient impraticables pendant 3 mois? Et on était convaincus, même avec les anciennes autorités de la mairie de Cotonou, on était convaincus que non, on ne peut jamais avoir l'expertise pour régler ça. Et on a construit Cotonou sur l'eau, et puis ça doit être comme ça. Le monsieur vient, il dit d'accord, vous me supprimez le milliard qui permet de faire manger tout le monde, le social ça marche. Mais pendant des années, les gens vont souffrir dans l'eau. Mais après, je sors à Gla,
à votre trou, ce quartier-là, de l'eau. Qu'est-ce que ça a comme impact sur le social? La vendeuse de Abobo qui reste au bord des pavés à votre trou aujourd'hui, là, elle a l'impression de vendre Abobo dans un espace en tant citadin. Et ça ne va plus s'arrêter. Le social, on dit que les enseignants doivent être reversés. Mais c'est du devoir d'un gouvernement que de dire, mon ambition, c'est de reverser tous les AME. Donc, ensemble, nous allons rechercher les ressources financières pour y faire face. Ce n'est pas encore disponible. Il a dit tout à l'heure, quand vous reversez quelqu'un, ça veut dire quoi? Il cesse d'être, je vais parler en français facile, d'être un occasionnel pour devenir un permanent pour vous. Ça veut dire quoi? S'il rate son salaire, je ne vais pas dire d'un mois, d'une journée, si c'est décalé d'une journée, vous allez avoir des marches. Donc vous voulez dire que le gouvernement est dans la recherche de ressources. Un gouvernement responsable qui ne veut pas simplement être porté en triomphe parce qu'il veut faire du populisme, lorsqu'il dit je vais reverser tout le monde, quand après il se rend compte que c'est 3 000 peut faire par an, il a le courage, c'est difficile, il vient devant le peuple et dit j'ai dit je vais faire ci. Voilà la cagnotte, ce que l'évolution des choses ne me permet pas de faire plus que ça. Mais l'évolution des choses permet de nommer des ministres et conseillers. C'est beaucoup plus sérieux que le reversement des AME. Ce que je peux vous dire là, on fait trop dans l'émotionnel. Quand vous prenez ces 12 ministres conseillers, ce que ça coûte là, vous pensez que quand vous prenez ça, vous pouvez payer des AME sur combien d'années? Vous pensez que c'est négligeable? Modeste Dosani Wadou, vous dites, vous-même, vous soutenez que les ressources peut-être ne sont pas disponibles. On est en train d'ajuster, de réajuster, mais enfin, pour le Béninois lambda, c'est que la nomination, par exemple, de ministres conseillers, il y a par exemple des préoccupations plus brûlantes que le reversement des AME. On l'a annoncé pour 2023-2024, ça n'a pas été fait. L'invité dit que ce n'est pas prévu dans 2025. Non mais Brice Bill a été dit. Nous l'avons décortiqué tout à l'heure en disant que si les ressources ne sont pas disponibles, on ne peut pas demander au pouvoir en place d'en faire plus. C'est pas possible. Mais le citoyen la plus belle femme de ce monde ne peut qu'offrir que ce qu'elle a à son mari. Ça, c'est une évidence. Ce n'est pas parce que nous prenons nos positions pour le gouvernement de Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République, non pas du tout. Nous disons ce qui est. J'ai prévu une telle cagnotte, et quand je regarde cette cagnotte, je me dis, cette cagnotte ne peut plus me suffire pour accomplir cette responsabilité. Je la mets de côté en attendant de trouver les ressources additives pour véritablement l'intégrer encore. Il a dit, mon jeune confrère l'a dit. Mais en attendant, on nomme des gens qui vont faire saigner le contribuable. Ah non, pas je ne le dis pas, parce que c'est ce qui se dit sur le digital. Ces ministres conseillers, Brice Bill dit, le président Patrice Talon, c'est vous qui posez les questions, et j'ai envie de vous demander, vous savez au moins le président Patrice Talon, quand est-ce qu'il finit son deuxième mandat? C'est en 2026. Et c'est au début de l'année. D'accord? Nous sommes fin 2024. Ça veut dire que, réellement, là, c'est 1 an. Si ces ministres conseillers là restent en poste, quand on va reverser, chez 23 000 AME, c'est enseignants, donc des fonctionnaires. Quand on va reverser 23 000 fonctionnaires, ce n'est pas pour que, quand Patrice Talon va quitter là, il retourne à la maison. Ah non? Ils deviennent fonctionnaires de l'État et ils vont vouloir faire 30 ans de fonction. Alors, vous voulez que... Brice Bill a dit, c'est que l'État s'inscrit dans une continuité. Donc, par si conséquent, vous voulez que... il faut s'assurer, véritablement, il faut assurer ses arrière-bases. Non, mais le problème des Béninois aujourd'hui, je reviens à la nomination de ministre conseiller, le problème des Béninois aujourd'hui, c'est que ils peinent à acheter le spaghetti qui coûtait 225, 250 à 500 francs, l'huile, le bidon d'huile aujourd'hui à 40 et quelques mille, et que, on les fait davantage saigner dans la République. Vous pensez que... Vous lisez un peu ce qui s'écrit sur le digital. Vous suivez les préoccupations au niveau des... dans des émissions de grogne sur les radios. Vous voyez un peu ce qui se passe. Brice Bill dit, les salaires que ces ministres conseillers vont gagner, si on prend ces salaires-là et on le jette dans les produits manufacturés, ces salaires ne vont pas suffire pour permettre aux Béninois lambda d'aller acheter l'huile de palme ou l'huile d'arachide. Il n'y a pas d'action pour réduire les coûts des denrées sur les marchés. Bon, visiblement, c'est ce que tout le monde dit.
Mais est-ce qu'en réalité, vous êtes citoyen, je parais bizarre dans ce studio. Vous êtes citoyen, vous deux, vous êtes citoyens. Oui. Vous achetez dans le même marché que les Béninois qui grognent. Oui, mais vous savez, moi je ne me sens pas bizarre dans ce studio. Hein. Moi je vous trouve bizarre, vous. Donc, oui, c'est une différence. Je ne me sens pas bizarre, je suis très à l'aise. Parce que quand vous finissez de rapporter les émotions légitimes des populations, nous allons sur le même marché. Nous n'avons pas des situations meilleures à quelques Béninois que ce soit. Ouais. Non. Nous avons les mêmes difficultés. Moi, je vous fais la confidence qu'avant de venir ici, j'ai pris de l'igname préparé, on devait prendre de l'huile avec, fait du jus là-dessus. Et j'ai dit à mon épouse, et j'ai mis les enfants à contribution pour leur dire, ça va se faire, mais il n'y aura pas beaucoup d'huile là-dessus. Et que j'ai appris une manière de faire l'œuf et tout ça sans mettre beaucoup d'huile, et que la quantité d'huile qu'on va acheter là ne sera plus la même. Moi, c'est ma solution, par exemple. D'accord ? Après ça, en tant que citoyen, qu'est-ce que je fais ? Je plaide tant que le gouvernement peut avoir quelque chose à faire pour que les prix soient abordables pour les populations sur le marché, il le fera. Vous avez les structures du ministère du Commerce et d'autres structures indépendantes qui travaillent, les associations de concert avec le gouvernement, pour être sur les marchés. Pour faire quoi ? Pour empêcher que des commerçants véreux augmentent anarchiquement les prix. Parce que quelqu'un ne peut pas importer son produit, d'accord, à un coût donné, faire le dédouanement et faire tout ça, et que le prix de revient ne lui permet que de vendre la marchandise à peut-être 5 000 francs l'unité, et vous allez lui dire, un gouvernement vient pour dire, vous devez le vendre à 3 000 francs. C'est pas possible. À moins que le gouvernement lui trouve les 2 000 de compensation. Mais quand un gouvernement va s'inscrire dans ça, il le fera pendant combien de temps ? Et vous savez, il y a ce qu'on appelle en communication sociale les compétences de vie courante. Si vous dites aux gens, voilà, on veut subventionner, après les gens oublient que vous voulez subventionner pour un temps. Après, dès que vous arrêtez les subventions, ça commence pas à crier, on dit non, on est déjà habitué à acheter ça moins cher comme ça. Donc vous invitez les Béninois à la patience, à l'adaptation. Moi, j'invite les Béninois à exiger des structures du gouvernement de dire, par exemple, de publier, par exemple, les prix retenus avec les commerçants par rapport à chaque secteur. Et que quand un commerçant veut augmenter, veut vendre plus que ça, il n'a qu'à dénoncer. Parce que la plupart de ce qui arrive souvent, c'est que chaque commerçant fixe le prix qu'il veut. Et le citoyen se sent... Et il pense que tout le monde appelle le nom du président de la République. Il pense que le président de la République peut faire ça. Nous sommes dans un système, notre politique économique, notre option économique ne permet pas à un gouvernement, à un président de la République, de descendre et de dire à quelqu'un qui vend, qui a bien tenu compte de son prix de revient, il y a traçabilité autour, et qui met une marge bénéficiaire, qu'on sait calculer également. Il y a plusieurs options. Il y a des options, par exemple, si c'est dans le secteur du transport, par exemple, je sais également, pour en avoir discuté avec des spécialistes, qu'on dit, quand vous prenez le prix auquel ça revient, et qu'on le divise par 4, le commerçant n'est pas autorisé à mettre plus que le quart sur le prix global. D'accord ? Mais la marge bénéficiaire. Très bien. Si par exemple, ça vous revient à 100 francs et que vous voulez le vendre, donc on fait 100 francs divisé par 4, par exemple, ça fait 25 francs. Donc vous vendez le produit à 125 francs et vous avez déjà du bénéfice. Quand vous voulez le vendre à 175, vous voulez le vendre à 200 francs, vous êtes en train de faire dans l'anarchie économique et ça, vous pénalisez les populations. Et les gens peuvent... Combien de citoyens béninois sont prêts à voir ça et à dire je veux dénoncer? Vous avez même des gens dans la rue, vous leur dites il faut dénoncer, ils disent c'est à moi de dire ça. Donc tout le monde subit, on se résigne et on veut que le gouvernement vienne régler tous les problèmes. Et donc le gouvernement, même ce n'est pas légal que le gouvernement prenne par exemple l'argent pour payer les ministres conseillers ou bien payer les ministres, qu'on les nomme ou pas. Le gouvernement ne prendra pas l'argent des caisses de l'État pour dire ok, dans chaque famille, qu'est-ce que vous avez acheté, c'est cher, voici la différence, on vous donne ça. Donc ça ne se passera pas comme ça. Non, il faut apprendre. Le Béninois ne demande pas ça d'ailleurs. Le Béninois demande quoi? Ce que vous dites là, on dit qu'on saigne le Béninois. Qui on a attrapé dans la rue, on est venu prendre l'argent dans sa poche pour dire on veut payer ministre conseiller avec. Maintenant quand vous menez une activité, vous savez de quoi je parle. Oui, mais on va finir sur le sujet. Une activité, vous payez les impôts. On va finir sur le sujet. Vous gagnez le bénéfice. Vous avez quelque chose à ajouter, Modeste de Saniwanou, pour qu'on finisse sur le sujet? Non, je dirais tout simplement que les Béninois n'ont qu'à prendre le calme, n'ont qu'à patienter véritablement, parce que toute chose qui a un début a forcément une fin. Brice Bilaïti dit. Aujourd'hui, la vie semble être chère, ou la vie coûte véritablement cher, parce que, eh bien, le panier de la ménagère va en se dégradant. Par conséquent, eh bien, ça émeut les Béninois.
Par conséquent, je crois qu'il faut patienter. Vous vous rappelez que sous l'aide de la révolution du 26 octobre 1972, on a été obligé parfois, à des moments donnés, de s'aligner comme des gens pour aller acheter du maïs qui est venu du pays de Mao Tse-tung. Cela ne se passe pas aujourd'hui. Les Béninois se déplacent véritablement pour aller s'approvisionner dans les produits manufacturés et puis les produits vivriers. Par conséquent, il faut patienter, il faut prendre patience, comme l'a dit l'autre. C'est difficile de patienter quand on a faim. Changeons nos habitudes aussi, mangeons ce qui est produit chez nous. Quand vous allez demander à un Béninois, prenez les enfants de 10 ans aujourd'hui, jusqu'à même à 25 ans, 30 ans, ceux qui sont venus après 1990, dites-leur, ils savent ce qu'on appelle la bloyoki, ils n'en savent rien. Et ils vont te dire, mais comment on peut faire goûter avec ça? C'est cela que je disais tantôt que vous proposez aux Béninois de l'adaptation. Oui, de l'adaptation. Il faut commencer par là. Julien Kéti, on va dire aux amis auditeurs qui nous rejoignent, qui sont sur Actu et Débat, Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Actu et Débat. Encore quelques 10 minutes à passer ensemble en studio. Nous parlons maintenant de Cotonou, la capitale économique du Bénin, qui se distingue comme l'une des villes les plus propres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Un classement issu d'une enquête de Jeune Afrique Intelligence Unit sur les villes les plus propres du continent africain. Cotonou vient en 6e position, surclassant plusieurs villes de la sous-région, dont Abidjan, 13e position, Yaoundé, 26e position. Que vous inspire ce classement, Modeste de Saniwano? Non, mais je suis heureux, ça il faut avoir le courage de le dire à ce micro. Je suis béninois, Brice Bill a été dit, je suis un béninois bontin. Ma dépouille mortelle ne changera pas de nationalité. Elle restera béninoise jusqu'à ce que l'on me descende dans ma dernière demeure. Par conséquent, je suis très heureux et je tire un grand coup de chapeau à l'administrateur principal de cette ville de Cotonou. Celui-là que vous connaissez, mon ami qui est maire de cette ville de Cotonou, qui véritablement a impulsé une dynamique qui permet aujourd'hui que cette ville de Cotonou puisse prendre cette dimension-là. C'est à l'honneur de tous les Béninois et par ricochet des Cotonois qui ont compris le message du maire Luc Atropo. On ne vit pas dans un environnement dans lequel les cochons circulent. On vit dans un environnement sain et c'est ça qui vous permet d'avoir la santé digne de ce nom. Juléandre, c'est un positionnement qui fait de Cotonou un modèle en matière de gestion urbaine, en matière d'hygiène et surtout de préservation de l'environnement. Oui, c'est le fruit de la planification et de l'ambition. Vous voyez, quand je voyais le président Patrice Talon parler au départ de son règne, je disais, mais est-ce que ce monsieur, les gens l'écoutent? Et j'ai dit quelque chose, je l'ai répété plusieurs fois, il y en a même dans le milieu politique proche du pouvoir, quelqu'un m'a dit une fois, est-ce que ce que tu dis là, est-ce que c'est pas trop sensible, ça va pas te créer des ennuis? Je dis non, celui dont je parle, je suis sûr que connaissant son style, il sera d'accord avec moi. J'ai dit que Patrice Talon est venu, non pas forcément pour réaliser des choses que vous n'auriez jamais vues forcément, pour que vous puissiez dire il a réalisé plus que tout le monde. Lui, ça lui importe peu. Mais il est venu allumer le cerveau des Béninois. C'est-à-dire qu'il faut avoir de l'ambition et pouvoir faire des choses. Il y a des ambitions que Patrice Talon énonce et on se dit, mais est-ce que c'est au Bénin ici qui veut réaliser ça? Après, on est là, il réalise ça. Comment ça allume les cerveaux? Ça amène les Béninois à se dire, nous sommes capables de faire ça. La planification du développement, c'est cela. C'est-à-dire quoi? Vous voulez que les gens mangent à leur faim. Prenez sécurité alimentaire. Et vous n'intégrez pas, vous ne faites pas une politique intégrée où la santé est liée à la recherche de la sécurité alimentaire. Comment ça s'appelle? Le développement du transport est lié à ça, vous ne savez pas. Parce que quand vous vivez dans un espace insalubre, par exemple, et que chaque mois, vous devez mettre, vous gagnez 150 000 francs, vous devez mettre 100 000 francs à acheter des médicaments dans les officines, vous êtes sous-développé. Vous allez dire que le social, là, ça ne se fait pas. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure des rues qui sont pavées à Cotonou où l'eau ne pourra plus submerger les terres. Vous savez ce que l'eau peut apporter comme maladie. Ça, les critères sont connus sur le plan international. Lorsque vous avez des organismes internationaux qui viennent regarder, qui viennent mettre leur loupe, qu'ils soient vos amis ou pas, quand ils voient que la vitrine, la capitale économique ne ressemble pas à une ville propre, eh bien, ils vous diront, elle n'est pas propre, on va vous proposer des solutions pour avancer, on peut même vous apporter de l'argent pour lutter contre l'insalubrité. La planification, c'est quoi? Vous voyez, on a créé une entreprise, d'accord, une société,
pour booster la gestion des déchets. Aujourd'hui, moi je vois les véhicules de cette société, j'oublie souvent le sigle là. La SGDS. Voilà, les ordures sont chassées, d'accord, par les structures mises en place par l'État. C'est-à-dire que les ordures, si elles avaient une âme et avaient envie de végéter quelque part là, elles sont traquées pour être ramassées. Regardez ce que le gouvernement a fait pour dire, entre-temps, il y avait des ONG qui se transformaient en entreprises commerciales pour aller négocier avec les familles, pour dire, vous payez de l'argent à la fin de chaque mois, et on vient ramasser. Après, personne ne contrôlait là où les ONG là, allaient déposer ces ordures, et ça créait encore d'autres problèmes au niveau de la santé. Il y avait des choses, des produits périmés, que des familles ou des chefs d'entreprise reversaient à ces ONG-là, qu'ils allaient mettre dans des trous, après des populations allaient creuser, reprenaient. Aujourd'hui, c'est centralisé, c'est structuré et c'est suivi. D'accord? Et qu'est-ce que le gouvernement a fait? Le gouvernement dit, vous ne payez plus. Mais le gouvernement avertit que je ferai tel moment, d'accord? Tel nombre de mois, tel nombre d'années, où vous n'allez pas payer. Mais progressivement, on mettra en place un système où vous allez commencer par payer après, mais ça va être abordable pour vous. Et c'est ce qui s'est fait maintenant. Le gouvernement a dit, OK, entre-temps, le gouvernement a voulu tenter la formule, même des poubelles à imposer. Dès que le chef de l'État a vu que les gens disent ça coûte cher, tout le monde ne peut pas prendre, le gouvernement dit, on vous propose ça quand même, mais ce n'est pas obligatoire, on ne peut pas venir arrêter quelqu'un dans sa maison parce qu'il n'a pas acheté ces poubelles de cette qualité-là. Mais au moins, ça a mis dans la tête de tout le monde qu'il faut avoir des poubelles devant la maison. Moi, j'ai devant ma maison une poubelle qui est très grande, mais qui n'est pas dans la matière dont on avait parlé, mais qui est tissée par des artisans béninois ici, où je vois des gens venir ramasser ça régulièrement. Et le propriétaire de la maison, il sait qu'il doit prendre les dispositions pour ça. Alors, lorsqu'un gouvernement fait ça, qu'on en vient à déclarer que notre capital économique est 6e au plan africain, je crois, hein, et il faut insister là-dessus. Ouais. Quand on vient dans la sous-région, nous devenons premiers, d'accord, par rapport à des villes comme Abidjan, où, certes, la Côte d'Ivoire, qui fait près de 40% de l'économie de l'espace UEMOA, mais c'est aussi, ça va avec le développement de la ville, ça va également avec la production des déchets, que certainement ce pays n'arrive pas encore à contrôler. Mais le Bénin a réussi à contrôler ça. Et puis l'autre facteur qui a été déterminant, vous voyez la symbiose entre le maire de Cotonou et le président de la République. Celui qui l'a remplacé, d'accord, quand je dis celui qui l'a remplacé, il y a des gens qui ont fait l'intérim et tout, mais l'ancien maire de Cotonou, vous voulez parler de Liadi, le Vidayon Liadi. Moi, je l'ai vu au début de ces années, je l'ai vu à la présidente de la République, par exemple, dit d'un air assez hautain, dit au chef de l'État qu'il est son administré, non pas pour dire je suis content d'avoir le président comme un administré, mais c'est pour dire je suis autonome, je ferai ce que je veux, vous allez faire ce que vous voulez. Ça ne peut pas marcher. Le président de la République a dit je ferai de Cotonou cette vitrine du Bénin. Des gens vont venir au Bénin, ils vont dire oui, nous aussi, nous pouvons faire de grandes choses. Et ça se réalise. Mais quand on va dire combien on a mis dedans pour qu'on en arrive là, les gens vont dire on a trop dépensé, il vaut mieux donner l'argent là, on ira manger dans nos maisons avec, il vaut mieux donner l'argent là, nous allons changer les tôles que nous avons sur nos maisons. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc il faut féliciter Luc Atropo, qui lui-même avait déjà eu la chance dans sa vie de se voir confier une ville comme Boïkon où c'était compliqué. Mais sac au dos, il a démontré qu'il peut travailler, il peut se taper des nuits blanches, c'est ce qu'il a fait. Et ça lui a permis d'être sélectionné pour diriger Cotonou. Et les deux, il est allé au rythme du chef de l'État. Et ça, dans le résultat, ça ne pardonne pas. Donc, il faut simplement que les autres villes du Bénin prennent exemple là-dessus pour qu'après Cotonou, nous ayons Porto Novo, où on va avoir des cadres plus sains pour que nous allions manger notre viande de porc, mais pas forcément dans un cadre qui va laisser à désirer. D'accord, donc, ce voilà, sera votre mot de la fin. Et puis après, que Grand Popo suive, hein, ma belle cité balnéaire, que ça puisse suivre, et que quand vous rentrez dans Ouida, qui est déjà en train de devenir un petit Paris,
qu'on pense au village maternel de mon ami et grand frère Modeste Animano. Il m'a tout le temps promis qu'on irait voir maman là-bas pour manger au bord du fleuve. On est premier dans l'espace UMOA, et dans l'espace de AO, de 6e en Afrique. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Il faut se battre davantage. Ah non, c'est pas facile de se maintenir quand on est à la première place. Vous le savez mieux que moi, Brice Bilaïti dit, quand vous devenez premier, vous êtes obligé de doubler vos efforts, de quadrupler ou bien je ne sais quoi moi, quel adjectif utiliser pour vous maintenir. Donc la ville de Cotonou doit pouvoir se maintenir au regard des structures mises en place par non seulement le président de la République qui soutient Luc Setondi Atropo, voilà, c'est le prénom qui m'échappait, j'ai retrouvé le prénom là, Luc Setondi Atropo, qui mérite d'aller au Panthéon, je l'ai souvent dit, Brice Bilaïti sur le plateau que vous connaissez mieux que moi, voilà Brice Bilaïti. Merci chers amis, merci chers invités, on peut se souhaiter une très belle soirée puisque nous sommes à la fin de cette émission. Modeste de Saniwano, Julien Nketi, merci d'être passé chez nous. Participation technique à cette émission, Patrice Abedja, prise de vue, Job Chikpe, chers amis auditeurs, merci infiniment. Nos programmes se poursuivent.